Bienvenue dans Smart Bourse. Pardon. Votre double dose quotidienne de marché. En direct sur Bismart à la mi-journée. On va se retrouver dans une seconde, juste après le point bourse d'Alix Nguyen. Après 4 séances de baisse, la Bourse de Paris entame celle d'aujourd'hui indécise. L'indice évolue en deçà du seuil des 7000 points abandonné vendredi. Le thème des banques centrales s'érige cette semaine avec en ouverture de bal la réunion du comité de politique monétaire de la Fed. Aujourd'hui et pour 2 jours viendront ensuite les décisions monétaires de la BCE, de la Banque d'Angleterre et de celle du Japon. Toutes tendent vers une normalisation de leur politique. La Fed devrait accélérer la réduction de ses achats d'actifs en préambule aux premières hausses des taux qui devraient, quant à elles, intervenir à partir de mars 2022. On rappelle qu'aux États-Unis, les prix à la consommation ont bondi de 6,8% sur un an en novembre, du jamais vu depuis 1982. À noter que cet après-midi, toujours aux États-Unis, le marché surveillera l'indice des prix à la production du mois dernier. Et puis la progression du variant Omicron reste en pole position des préoccupations. En Chine, les autorités ont fait état de 2 premières contaminations importées du nouveau variant. La veille, Boris Johnson avait confirmé le premier décès d'un patient britannique des suites de son infection à la nouvelle souche. Le Premier ministre a par ailleurs mis en garde face au risque d'un raz-de-marée des contaminations au nouveau variant. De son côté, l'OMS a prévenu quant au risque très élevé que constitue Omicron au niveau mondial. Et puis l'université d'Oxford a par ailleurs indiqué que ce dernier réduit fortement la protection conférée par 2 doses du vaccin Pfizer ou AstraZeneca. On termine avec un focus sur quelques valeurs. ArcelorMittal progresse après l'annonce du sidérurgiste du rachat anticipé d'une partie de ses obligations convertibles à 5,5%, échéance 2023, pour un montant de 395 millions de dollars. Ubisoft recule alors en poste depuis 16 mois. Virginie Haas, sa directrice d'exploitation des studios, quitte le groupe. Et puis du rouge aussi pour Essilor-Luxottica, en accord avec Euronext. Ce dernier va retirer de la cote les actions de Grand Vision le 10 janvier 2022. Le géant de l'optique ophtalmique entend lancer dès que possible la procédure de retrait obligatoire après avoir obtenu plus de 95% des actions Grand Vision lors de son offre publique d'achat. Tendance, mon ami, chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Et parlons de la Chine pour entamer cette demi-heure d'émission avec Laetitia Baldeschi qui est avec nous par téléphone, responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Laetitia. Merci beaucoup d'être avec nous. Bon, la question est vaste. Quels sont les enjeux pour la Chine en 2022 ? Évidemment, après une année 2021 qui a été un peu à front renversé pour l'économie chinoise et pour les marchés chinois par rapport à ce qu'on a vécu aux États-Unis notamment. Des enjeux qui vont être très politiques l'an prochain. Il faut peut-être le rappeler d'un mot, Laetitia, mais on sait que les sujets d'objectifs économiques sont toujours des sujets très politiques en Chine. Je crois qu'il y avait d'ailleurs ces derniers jours une réunion des principaux leaders et dirigeants sur ces questions d'objectifs économiques. Ces objectifs seront encore plus politiques que jamais peut-être l'an prochain. Oui, je crois, Grégoire, qu'il faut vraiment garder en tête que l'année 2022 sera politique ou ne sera pas. Nous avons cet objectif du 20e congrès du Parti communiste à l'automne 2022 qui doit voir, selon toute vraisemblance, la nomination pour un 3e mandat de M. Xi Jinping à la tête du pays. Et donc, il est clair qu'en attendant et dans la préparation de cet événement majeur, on va avoir des autorités chinoises qui vont avoir à cœur de maintenir finalement comme priorité principale la stabilité dans le pays
Et cette stabilité, eh bien, il va falloir l'accompagner. Enfin, il va falloir mettre quelques billes dans la partie, je dirais, pour essayer d'accompagner cet atterrissage finalement de la croissance chinoise vers peu ou prou son potentiel. Et c'est ce que, nous semble-t-il, on peut retirer de cette conférence économique annuelle à laquelle vous faisiez allusion, qui a eu lieu entre le 8 et le 10 décembre dernier, qui, comme toujours, est un événement un peu secret, puisque on a la date après coup. Voilà, on sait que ça s'est produit. C'est toujours à peu près la même date, mais bon voilà, on ne sait jamais exactement quand. Le communiqué qui en sort est toujours, alors dans sa version anglaise, assez flou, comme toujours d'ailleurs, dans ce qui vient des autorités chinoises. Mais je dirais qu'il y a quand même quelques petits messages que l'on peut essayer d'interpréter, ou peut-être des absences de mention qu'il y avait les années précédentes, qui nous font dire qu'il y a une inflexion de cette économie, de cette politique économique chinoise. D'abord, on a le sentiment que les autorités se rendent bien compte qu'il y a des soucis, un choc de demande assez net, qui est lié évidemment au maintien des mesures zéro Covid, donc qui se traduisent par des restrictions d'activité, de mouvement. Et ça, on en a encore la trace encore aujourd'hui dans la presse. Un choc donc ça vient évidemment peser sur la consommation des ménages. Face à cela, on a en ajout, je dirais, la problématique immobilière, on y reviendra peut-être, donc qui vient peser sur les perspectives de croissance, et donc on a des baisses d'anticipation assez nettes de l'ensemble des agents économiques chinois et dans le monde concernant l'activité chinoise, et puis un choc d'offres assez net. Là encore, les problématiques de chaîne de valeur, de rupture d'approvisionnement pèsent sur la dynamique industrielle, et on a encore des mesures de confinement partiel qui viennent interrompre l'activité dans certains centres manufacturiers et qui pèsent donc sur l'activité. Donc tout ceci mis bout à bout, eh bien, on a le sentiment que cette économie chinoise est quand même dans une phase un peu compliquée. Vous dites on arrive au point où effectivement les sujets économiques chinois appellent une réponse en matière de politique, là. Voilà, tout à fait. Alors on a eu d'ailleurs donc une mention dans ce communiqué de la conférence économique annuelle, comme quoi il fallait que les politiques économiques mises en œuvre, tant monétaires que fiscales, soient plutôt proactives et accompagnent la stabilisation de la croissance. Donc, on a l'idée quand même qu'il va y avoir des mouvements. Alors, par contre, je crois également que dans ce communiqué, certaines mentions nous montrent qu'on n'aura pas le grand soir. Je dirais qu'on n'aura pas le grand plan de relance que l'on avait eu post-grande crise financière, et on va avoir plutôt, on va se diriger vers des mesures qui sont des petites mesures ciblées de façon à essayer de soutenir ponctuellement ou de façon partielle l'activité. Je pense, et c'est comme ça qu'il faut interpréter l'ensemble des mesures qui vont être annoncées globalement dans les prochaines semaines. Pourquoi je dis ça ? Parce que par exemple, typiquement en matière fiscale, enfin budgétaire et fiscale, eh bien, on nous dit qu'il va y avoir une possibilité d'anticiper les mesures d'émission par les gouvernements locaux de titres permettant de financer des programmes d'infrastructure. Et donc ça, on va pouvoir anticiper, parce que normalement, on est obligé d'attendre l'autorisation des deux assemblées, donc le mois de mars, pour avoir la capacité à s'endesser de nouveau pour un an. Or là, il est clairement mentionné que dès janvier, on pourra faire appel à ce type d'instruments de financement pour soutenir l'économie chinoise. Mais juste en dessous, on nous dit attention, la hausse de l'endettement des gouvernements locaux est strictement interdite. Donc, on se dit bien qu'il y a un peu d'ambiguïté, et on voit bien qu'ils veulent soutenir, mais sans pour autant que le taux d'endettement du pays progresse de façon trop importante. Donc, on voit bien que ça sera vraisemblablement de petites mesures ciblées sur les grands objectifs qui ont été mis en avant par le 14e plan quinquennal, à savoir l'innovation, la montée en gamme, et vraiment rester sur des domaines très ciblés
Donc je crois qu'on aura ce type de mesure. Et donc la politique monétaire, on est revenu à un schéma classique, savoir que pour cette économie chinoise qui veut se transformer, on voit bien que la transformation notamment du secteur financier n'est pas encore optimale. Pourquoi ? Parce que la politique de prix et la politique de taux d'intérêt n'a pas encore un impact assez fort sur cette économie et qu'on est obligé de repasser par la politique quantitative. Je pense donc aux autorisations de crédit, donc d'émissions comme on vient de parler, de crédit bancaire. Et là, on va avoir des incitations pour les banques à relancer une partie du crédit pour financer donc les PME, les entreprises individuelles sur des secteurs d'activité très précis. Et donc, on va avoir de nouveau une augmentation des crédits à n'en pas douter. Et puis, on a bien vu la semaine dernière l'annonce de la baisse du taux des réserves obligatoires pour les banques. Là, encore une fois, c'est un moyen de mettre de la liquidité dans le marché de façon très administrée. On retourne, si vous voulez, aux instruments classiques de la politique monétaire chinoise. Est-ce qu'il faut comprendre que les difficultés du secteur immobilier sont encore un poids mort important pour la croissance économique chinoise, Laetitia ? Parce qu'on a quand même une saga de plusieurs mois désormais. On a eu les premiers défauts officiellement actés la semaine dernière, je crois, pour quelques promoteurs immobiliers chinois. Est-ce que le poids du secteur immobilier, on le rappelle, c'est peut-être 20, 25, 30% de la valeur ajoutée de l'économie chinoise. Est-ce que c'est encore un frein justement à la croissance économique chinoise et pour combien de temps ? Oui, il me semble qu'effectivement, cela va être continuer de peser sur l'activité. On va le voir dans les chiffres du 4e trimestre. Mais à n'en pas douter, c'était déjà assez net sur le 3e trimestre. Et puis tous les chiffres de vente de terrain qui sont, rappelons-le, l'une des ressources financières des collectivités locales majeures. C'est 30% de leurs recettes. Ces ventes de terrain sont en recul de plus de 30% sur un an. Donc on voit bien qu'il y a tout un secteur qui est en train de complètement s'effondrer. Et donc, il va y avoir un impact au total sur le PIB, comme vous le disiez, l'importance de ce secteur au sens large est notable. Alors, est-ce que ça va durer ? J'ai l'impression, au départ, on nous avait dit, Evergrande, c'est un phénomène particulier, c'est une structure particulière. On se rend compte encore en lisant la presse que finalement, on en est rendu un problème sur un nouveau promoteur qui est pourtant qui était très bien noté il y a encore quelques semaines par l'ensemble des agences de notation et qui ne présentait pas de questionnement sur sa liquidité à court terme. Or, on le voit aujourd'hui, à nouveau, des doutes sur la gouvernance, des doutes sur la capacité de remplir les échéances et de satisfaire aux échéances des paiements, notamment sur les dettes offshore. Donc, on voit bien qu'il y a un vrai sujet de restructuration de l'ensemble du domaine des promoteurs immobiliers. Alors, je pense que les autorités vont avoir à cœur à essayer de sauver une partie des activités, tout ce qui touche à la gestion immobilière et à la construction physique de biens. En revanche, il va y avoir cet impact de restructuration de l'ensemble des activités de développement immobilier, à n'en pas douter. Et puis, on le disait, on s'inquiétait, je me souviens, il y a quelques années, sur la baisse, c'était en 2015, là, quand il y a eu la forte baisse des marchés actions chinois, de l'effet richesse. Et moi, j'avais dit à l'époque, compte tenu de la part des Chinois qui détiennent un portefeuille d'actions qui était quand même très modeste, on pouvait se dire que cet impact serait minoré. Pour autant, quand on regarde le poids de l'immobilier dans la richesse des ménages, on n'est plus sur le même domaine. Donc l'effet richesse, je dirais, ne serait-ce que, même s'il n'est pas matérialisé, vous savez comme moi, l'impact psychologique pour ces ménages de voir la valeur de leur seul bien se déprécier, parce que c'est quand même ça qu'on va avoir à la fin, ça pourrait avoir un impact négatif sur la consommation future de ces ménages chinois. Et je crois que c'est là la grosse inquiétude des autorités.
D'où le fait qu'il y aura des mesures d'accompagnement à n'en pas douter. Et quand on fait la somme de tout ça, Laetitia, qu'est-ce qui serait... parce que donc cette conférence économique annuelle permet notamment de fixer un objectif chiffré de croissance pour 2022, mais c'est un chiffre qui ne sera communiqué que plus tard, au début de l'année 2022, si j'ai bien compris, Laetitia. Qu'est-ce qui serait un objectif de croissance, un objectif politique de croissance affiché, crédible, raisonnable pour 2022 ? Alors c'est vrai que c'était toujours un moment politique important, cette annonce de l'objectif de taux de croissance. On se rappelle l'an dernier, les 6%, plus de 6%. On avait tous été un petit peu surpris alors qu'on était plutôt sur une dynamique autour de 8%. Finalement, c'était peut-être un signe avant-coureur que les autorités avaient bien en tête que la croissance ralentirait. Aujourd'hui, on est plutôt sur l'idée que, pour nous, chez CPR Asset Management, que la croissance chinoise devrait être annoncée autour de 5,5%. 5,5%, pourquoi ? Parce que ça permet de descendre à 5%. En étant dans l'objectif. 5, c'est le global peu ou prou, le potentiel estimé de cette économie chinoise. C'est le niveau de croissance minimale pour remplir l'objectif de 2035 qui est, je le rappelle, le doublement de la taille de l'économie chinoise. Et deuxième chose, c'est le niveau qui semble requis pour absorber les flux entrants sur la population active et donc permettre une stabilisation du taux de chômage. Et ça, il me semble que ce sera l'objectif premier des autorités dans la perspective de l'automne 2022. Merci beaucoup Laetitia. Merci pour votre éclairage sur ces enjeux chinois pour l'an prochain en matière de croissance économique notamment. Laetitia Baldeschi qui était avec nous par téléphone, responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Oui, la Chine qui est une variable importante pour les actions européennes également. Nous parlons des actions européennes avec Roland Caloyan qui est à mes côtés en plateau. Bonjour et bienvenue Roland. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes responsable de la stratégie Action européenne de Société Générale CIB. Avant de parler de la stratégie 2022 que vous pouvez recommander pour les actions européennes, un bilan quand même, les enseignements de cette année 2021. Comment vous qualifiez d'ailleurs la performance des actions européennes ? On peut regarder ça en absolu bien sûr, mais le jeu des marchés fait que souvent on regarde les choses en relatif. C'est une très bonne année déjà pour les actions européennes, pour les investisseurs dans les actions européennes. Ça reste une très bonne année. Quand on regarde un petit peu sur les 10 dernières années, on a vu 2 années, dont la dernière, faire aussi bien que 2021. Donc ça, c'est le premier point. C'est effectivement, les indices sont quasiment en hausse de 20%. En tout cas, sur l'Eurostoxx 50, on est en hausse de 19%. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle quand même. Quand on regarde en termes de rotation sectorielle, on en a eu beaucoup cette année, donc ça n'a pas été facile non plus pour les gérants. Il y a eu pas mal de portes de saloon à éviter. Si j'étais venu l'année dernière ici vous dire il faut acheter de la technologie en Europe et des banques et l'automobile, vous m'auriez dit c'est quand même... C'est une stratégie extrême. Exactement. Et puis effectivement, il faut remettre quand même ça aussi dans la... Donc les rotations sectorielles qui ont été assez difficiles. Il faut remettre aussi ça dans le contexte au niveau mondial. Le S&P est en hausse de 25%, donc on se défend pas trop mal. En revanche, quand on regarde en dollars, avec la hausse du dollar, malheureusement, l'Eurostoxx, pour un investisseur basé en dollars, donc aux États-Unis, mais aussi que ce soit au Moyen-Orient ou en Asie aussi, ils investissent beaucoup en dollars. On est à plus 9 seulement. Donc, plus 25 en dollars pour le marché américain, plus 9 pour l'Eurostoxx 50. Ça fait quand même un écart assez important. En termes de valorisation, le marché européen n'est pas plus cher en cette fin d'année qu'en début d'année parce que les résultats des entreprises ont été très bons. Dans ce jeu des comparaisons, là, qu'est-ce qu'on peut dire ? On sait qu'il y a toujours un écart historique, que le marché américain est structurellement, historiquement plus cher que le marché européen. Qu'en est-il justement de cet écart, là, au terme de cette séquence pandémique ? Alors effectivement, on a une année où les bénéfices en Europe ont flambé. Plus 60% cette année. Le prix a monté de 20%, donc la valorisation a rebaissé. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Le marché est moins cher aujourd'hui qu'il y a quelques mois au début de l'année. En revanche, effectivement, quand on compare la valorisation par rapport au marché américain, on est revenu à une décote aujourd'hui de 30%. C'est une décote historiquement élevée sur les actions européennes. On revient sur les niveaux qu'on avait en 2009
au cœur de la grande crise financière. Incroyable. Donc aujourd'hui, effectivement, alors, il y a évidemment des poids sectoriels qui sont très différents, mais il y a le phénomène de flux, il y a le dollar, il y a beaucoup de choses qui expliquent ce mouvement qui a été graduel, évidemment. Et d'ailleurs, tous stratégistes ou gérants qui sont positionnés simplement sur la valorisation en disant qu'il faut acheter l'Europe par rapport aux États-Unis ces 10 dernières années, ont eu tort. Donc il va falloir autre chose. Et ce qui est assez intéressant, c'est l'analyse de regarder secteur par secteur. Et on a quasiment tous les secteurs en Europe qui se traitent avec une décote par rapport au comparable, au même secteur américain. Tout à fait. C'est pas simplement un biais sectoriel où on a de la technologie d'un côté, où on a d'autres secteurs en Europe. C'est même vraiment les bons secteurs, les secteurs porteurs en Europe se traitent avec une décote par rapport au. Non. Il y a une petite exception évidemment. Il y a une exception. Les très bons secteurs en Europe. Parce que je pense qu'on n'a pas beaucoup de secteurs très porteurs, on n'a pas beaucoup de secteurs de qualité, de croissance. Et ça peut être surprenant, mais la technologie en Europe se traite avec une prime par rapport à la technologie américaine. La pharma, le secteur pharmaceutique se traite avec une prime par rapport à la pharmacie américaine. Et évidemment, je mentionnais le luxe. Le luxe, évidemment, le luxe se traite aussi avec il n'y a pas de luxe sur la une côte prime américaine. aussi. Mais pour le reste, effectivement, on est en décote. Attendez, sur la tech, ça m'intéresse vachement, ça. C'est totalement contre-intuitif. C'est quoi la comparaison là, entre la tech européenne et la tech américaine? Alors, il ne faut pas oublier aussi que dans les indices, il y a beaucoup d'entreprises que nous, on qualifie de tech, que beaucoup de gens qualifient de tech, et qui sont... Tesla, c'est par exemple dans l'automobile. Google, c'est rangé dans les Facebook, c'est dans les médias. Donc voilà, il faut bien aussi faire attention à la différence, ce qu'on appelle tech. Oui, si on est précis dans l'utilisation justement de la répartition sectorielle, il y a beaucoup de GAFAM qui sont dans les télécoms, médias, etc. Amazon, c'est ses distributeurs. Distribution, et qui ne sont pas stricto sensu considérés comme de la tech sur le plan boursier. Ah oui, effectivement. Bon, ça explique. Mais la tech européenne ne démérite pas pour autant, et c'est vrai qu'on l'a vu sur les perfs du CAC, des Dassault Systèmes, des Capgemini ont été des leaders tout au long de cette année 2021. Il y a trois grandes variables peut-être importantes pour les marchés actions, et les marchés actions européens ne font pas exception l'an prochain. L'inflation, la réaction des banques centrales, et ce que ça implique évidemment sur les marchés obligataires et les taux, et puis la Chine. Justement, comment vous prenez ces trois variables et quels peuvent être l'impact justement en fonction des évolutions qu'on peut avoir sur ces sujets-là, quels peuvent être les impacts pour les actions européennes directement? Alors, l'inflation, on a fait tout un travail où on s'est concentré sur les résultats du T3. On a voulu avoir quelque chose, des signaux très, très, très d'actualité. Donc, on a regardé un peu comment bouger les marges. Et ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, les entreprises qui ont des marges très élevées ont plutôt réussi à limiter la casse. Et les entreprises qui ont des marges plus faibles, évidemment, ont eu un peu plus d'impact. Alors, on peut citer par exemple les utilities, puisqu'elles traitent évidemment des matières premières. On peut tout ce qui est matériaux de construction aussi, la chimie. Donc voilà, on sent aussi les secteurs qui doivent acheter des matières premières et qui doivent les transformer. Et donc, c'est les secteurs qui ont eu effectivement des contractions de marge au T3. Après, sur notre scénario, nous, d'inflation, on pense qu'on a vu le pic, en tout cas dans la zone euro, sur le mois de novembre. On a eu effectivement 4,6. Le prix de l'énergie va rester élevé, mais la contribution de l'énergie à l'inflation, l'inflation, c'est une croissance. Oui. Et on est passé, par exemple, je prends le prix du baril, parce que tout le monde l'a en tête, on passe de $50 au début de l'année à quasiment 80. 75-80. On monte de 50%. Donc, même si on reste à 75-80 $, on ne pense pas qu'on va reprendre 50%. On ne voit pas un baril aller à 120 $. Oui, les prix vont rester élevés, mais la croissance des prix va quand même mécaniquement. Et les entreprises vont pouvoir s'adapter. Donc, les trois secteurs comme utilities, chimie ou matériaux de construction, ça peut être effectivement des secteurs que nous avons plutôt surpondérés dans notre stratégie pour 2022. Pic d'inflation en zone euro. Du côté des banques centrales, alors il y a un gros sujet, ça va être quand même la désynchronisation qu'on va avoir. Si le pic d'inflation est passé en zone euro, on sait que la BCE va rester quand même l'arme au pied pendant un certain temps, face à une réserve fédérale américaine qui, elle, est prête à passer à la vitesse supérieure. Là aussi, ça peut provoquer des frictions sur les marchés, à travers l'échange, et peut-être in fine aussi sur les actions européennes. Quel peut être l'impact justement de cette désynchronisation des politiques monétaires? Alors,
là, c'est la courbe des taux qui va jouer, parce que quand effectivement une banque centrale monte ses taux, les taux courts ont tendance à rattraper les taux longs. Donc on va être dans cette configuration aux États-Unis, avec la Fed qui devrait effectivement resserrer ses taux dès l'année prochaine. Donc on voit plutôt un aplatissement de la courbe des taux. Quand on regarde en Europe, on va avoir la BCE qui va ralentir ses achats sur la partie longue et qui ne va pas bouger dans notre scénario avant fin 2023. Donc elle est très patiente, elle pense que l'inflation aussi va commencer à rebaisser, etc. Et donc de ce point de vue-là, on risque de voir en Europe plutôt une pontification de la courbe. Donc vous voyez, c'est très différent. On est très en retard. Le cycle est un peu décalé. Hein. On a encore du rattrapage. Nous, on n'est pas du tout dans la situation américaine au niveau de la macroéconomie. Le taux de chômage n'est pas du tout là où il est aux États-Unis. On a moins de friction dans le marché de l'emploi, même si on entend quelques secteurs et quelques... Mais on n'en est pas du tout au même point. Et donc, effectivement, on risque d'avoir des mouvements très différents. Pour les marchés actions, ça peut avoir des conséquences très importantes, parce qu'effectivement, si la Banque Centrale Européenne reste avec une politique très accommodante, c'est quand même un support aussi encore pour les actions européennes. Et la pontification de la courbe, c'est pas mauvais pour les secteurs financiers. Bien sûr, c'est ce qu'on a vu en partie à travers cette année 2021. Et puis la Chine, alors on l'a longuement évoqué le sujet chinois avec l'intervenante précédente, mais j'imagine que pour certains secteurs, pour certaines économies européennes, ça va être là aussi une variable clé, celui de la croissance chinoise l'an prochain. Oui, alors nous on voit la croissance effectivement décélérer. Alors on a fait un travail... On a axé notre travail plus sur l'impulsion sur le crédit. On voit que c'est un indicateur avancé, on voit que c'est ça qui bouge. Et effectivement, avec la baisse du ratio des réserves obligatoires, là, il y a effectivement une petite réinjection de liquidité. Donc, l'impulsion sur le crédit est en train de monter. Et on a regardé quels étaient les secteurs qui étaient sensibles à ça. Parce que tous les secteurs ne le sont pas. Non. Les utilities européennes ne sont pas forcément très sensibles à ce qui se passe sur l'impulsion du crédit en Chine. Surprenant, le luxe ne l'est pas. La corrélation n'est pas si forte. En fait, ce qui va être vraiment moteur pour le luxe européen, c'est le consommateur chinois. C'est pas, on n'achète pas un sac à crédit. Voilà. Donc ça, c'est une vraie différence. Et alors du coup, dans les secteurs corrélés, là aussi, c'est intéressant parce qu'on dit tout le temps, c'est un indicateur avancé. Le travail qu'on a fait, c'est de regarder les secteurs, à quel point ils réagissaient dans le temps, à l'impulsion sur le crédit. Et celui qui est le plus concomitant aujourd'hui, c'est la Chine. C'est la chimie sur la Chine. Donc on est plutôt acheteur de chimie. Et celui un peu en retard, c'est l'automobile. Donc vous voyez, des secteurs plutôt très tôt dans le cycle, comme la chimie, et plutôt un peu plus tard dans le cycle, l'automobile. Donc on pense effectivement que l'automobile risque d'avoir encore un peu de secousse en 2022. Conclusion stratégique de tout ça pour 2022. J'entends quand même que l'idée cyclique, quand on cherche une stratégie action européenne, l'idée cyclique reste quand même présente. Hein. On a une croissance attendue en Europe de 4,2, au-dessus de 3% aux États-Unis. La Chine, ça décélère, mais on sera aux alentours de 5%. Une politique accommodante politique monétaire qui va rester très accommodante. Des valorisations qui sont revenues au niveau pré-Covid. Effectivement, on a un mix parfait pour continuer effectivement à être plus alloué sur la partie cyclique aujourd'hui que la partie défensive. Avec là aussi une stratégie qui est guidée par les dépenses d'investissement, alors qu'elles soient publiques à travers le plan de relance. On l'a déjà évoqué plusieurs fois avec vous. Hein. Il y a un Green Deal qui est un vrai guide d'investissement pour celui qui s'y intéresse, Roland. Et puis dépenses d'investissement des entreprises aussi. C'est vraiment cette partie-là du cycle qui vous intéresse. Hein. Qui sont un peu liées aussi, parce que si on regarde les motivations des dépenses d'investissement des entreprises, il y a aussi la transition énergétique. Aujourd'hui, il n'y a pas un PDG qui ne doit pas montrer qu'il a pris en compte les accords de Paris et qu'il a un plan très clair d'investissement pour se décarboner dans les années à venir. Donc, les deux sont liés et effectivement, on va aller chercher que ce soit l'investissement public ou l'investissement au niveau des entreprises. D'ailleurs, les entreprises au niveau des bilans sont très sains, en tout cas les grandes entreprises cotées, elles ont du cash. Donc, c'est pour ça effectivement que nous, ça reste une thématique très forte pour 2022. Merci beaucoup Roland. Merci d'être venu nous éclairer sur une stratégie action européenne pour l'an prochain. Roland Caloyan qui est avec nous en plateau, responsable de la stratégie action Europe chez Société Générale CIB, invité de Smart Bourse à la mi-journée. Voilà pour cette édition, on se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismart.